Écoute, merci beaucoup, puis merci d'évoquer aussi ce travail qu'on fait tous les deux depuis maintenant, et qui est un travail, je crois, ça me permet de t'en dire quelque chose, ce que nous faisons à Villévrard, là, avec les examens devant un petit comité, le service, des gens qui viennent se former, de patients. En général, c'est Jean-Jacques qui fait l'examen, qui est le psychiatre, et moi qui, 15 jours après, reprend les choses. Je trouve que c'est très important parce que Jean-Jacques a une qualité dont je suis moins bien doté que lui, c'est sûr, c'est le tact, qui lui permet d'obtenir d'un certain nombre de patients ce que nous voulons obtenir, c'est-à-dire leur position subjective. Voilà. Qui puissent, comme ça, leur position subjective, avoir une chance de la faire valoir dans un entretien. Et ce que je fais de mon côté, c'est ce que je fais aussi dans le cas Paramore, c'est que mes reprises ont un caractère relativement totalisant. Je reprends et je produis des effets de totalité dans lesquels, en même temps, j'essaie d'introduire l'idée que ça n'est vraiment complet et concret que lorsqu'on y a vraiment introduit la position du médecin qui a examiné le patient, et aussi la position de celui qui n'est pas un spectateur extérieur, mais qui a été pris dans la construction temporaire de cette espèce de dispositif où quelqu'un qui va extrêmement mal, mais on est dans un hôpital psychiatrique, bon, c'est pavillon fermé et tout, a pu avoir un peu la chance, et ça marche quelquefois, d'exposer ce qu'il est de son affaire, en quelque sorte, et de la vraie question, pas du tout de question de fou, mais une vraie question sur laquelle il se heurte en empruntant bien souvent les voies de la folie. Bon. Et donc, je crois, comme tu dis, que même dans l'activité de la transmission, oui, je n'ai aucun problème. Ce qui m'inquiète avec la transmission, c'est disons, la contrainte institutionnelle de la reproduction. Voilà, de la reproduction sociale. Et les amis sociologues, philosophes que j'ai rejoints, avec qui je travaille maintenant dans ce qui m'a essentiellement plu, c'est leur caractère voire anti-Bourdieu. C'est-à-dire l'idée que non, dans l'institution, il n'y a pas que de la reproduction implacable. Il y a une petite marge qui doit être décrite sociologiquement, laissée à l'agentivité créatrice des gens, et qu'elle ne peut pas être méthodiquement ramenée à la répétition aveugle du rapport de force qui réinstitue et reproduit les choses. Et que c'est peut-être un test de la santé des institutions que de ne pas mettre dehors les gens qui s'aventurent sur les bords. Et ce sera toujours des bords et j'en sais gré, d'ailleurs, à Jean-Jacques et à quelques autres dans mon association, de ne m'avoir pas mis dehors. Non, mais il y a des associations où on vous met dehors. Il ne faut pas rigoler avec ces choses-là. Voilà. Voilà, et ça, c'est, disons, si vous voulez, une difficulté auquel on est confronté et où les enjeux sont des enjeux existentiels, évidemment, majeurs. Il y a des associations qui gèrent comme un capital, voire comme un patrimoine, la reproduction d'un certain nombre de choses, d'analystes, et ça pose effectivement un problème. Maintenant, je reprends ce que je dis sur ce que tu disais sur le cas Paramore. C'est vrai que pour moi, ce qui est complet et concret, ça veut dire que quand on raconte une psychanalyse, évidemment ce n'est qu'une psychanalyse, c'est ça, c'est pour répondre à ta question tout à l'heure au café, on ne peut pas raconter une psychanalyse sans exhiber ce qu'on appelle la psychanalyse. Parce que forcément, on va faire des tris, et puis les gens vont vous dire, non mais là tu as raté ceci, là tu as raté cela. Et donc on est bien obligé en même temps de reconnaître, c'est évidemment un des exercices les plus désagréables, que les lacunes éventuelles de votre propre formation, de vos propres analyses, sont à ciel ouvert quand on fait un travail de ce genre-là, et que c'est aussi une des raisons pour lesquelles les gens ne veulent pas trop non plus se mettre en danger, et on les comprend. Bon. Mais si une psychanalyse c'est lié à la psychanalyse, ça veut dire que la question de la totalité est une question aussi qui permet de poser la question de l'essence. Voilà. Sortons des questions psychologiques personnelles. La totalité, ça permet de poser la question de l'essence. Mais la totalité particulière qu'est
la totalité dans laquelle celui qui en parle s'inclut à l'intérieur, c'est une drôle de totalité. Parce que si vous incluez le point de vue de celui qui a construit le cas à l'intérieur du cas, alors vous faites un trou dans l'essence. Il y a un trou. Il y a quelque chose qui n'est pas, justement. Et autour de ce trou se produit un certain nombre de phénomènes de tourbillons, de turbulences, dans lesquels, entre autres choses, on peut parfaitement me taxer de névrosé, de psychotique, de pervers, de tout ce que vous voulez, de borderline, dans un certain nombre de phénomènes de turbulence qui se traduisent dans mon style, dans mes erreurs, dans mes lapsus, etc., et qui sont liés au fait que cette totalité est percée quelque part par le fait qu'elle elle met en œuvre, elle met en acte celui qui a été pris dedans et qui ne peut pas se tenir totalement à l'extérieur en vous présentant un objet complètement complet. Et il me semble qu'un des points depuis mes premiers travaux, depuis le commentaire que j'avais fait de la Traumdeutung il y a 20 ans, le commentaire linéaire de la Traumdeutung, en suivant comme ça, paragraphe par paragraphe, l'argument freudien, moi, ce qui m'avait très frappé, c'est que ça engage l'identification à Freud qu'il y a chez tout analyste. À un moment, on s'identifie à celui qui est à pied d'œuvre devant la psychanalyse et qui est bien obligé de se situer intimement par rapport à son invention chez Freud et de se dire qu'est-ce qu'il va retrouver de cela. Et moi, j'aime beaucoup, il y a une chose que j'adore dans ce que Freud raconte, c'est quand il se décrit comme un conquistador, et en particulier quand il dit, et je me l'applique entièrement, que peut-être que des gens comme moi, dit Freud, sont que peut-être tout ce qu'ils vont faire, soit ça réussit et c'est vachement bien, soit personne ne s'y intéressera et ils mériteront d'être laissés sur le bord du chemin. Je crois qu'à un moment, ça que je trouve assez fascinant chez Freud, chez lui ça a marché, hein, pas de doute, mais il y a quelque chose dans ce que l'aventure de l'invention de la psychanalyse, l'aventure, le côté conquistador, comme ça, qui je trouve était très bien vu par Lacan, pour ce que je peux en voir de certains de ses élèves, c'est qu'on ne vous garantit pas, jamais que ce que vous faites, c'est de la psychanalyse. Jamais. Il n'y a pas de garantie. C'est quelque chose où on part vers les Indes et on ne sait pas si on y mourra ou si on en ramènera des galions chargés d'or. Il y a un côté comme ça dans la psychanalyse qui en fait, il faut bien dire, une des dernières très 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 grandes aventures qui est possible dans notre monde un peu étouffé. Donc évidemment, ces tourbillons, comme tu dis, Jean-Jacques, ça fait des vagues. On peut en trouver que j'espère que je ne noie pas tout le monde, mais c'est vrai que ça fait des vagues auxquelles on est pris aussi, mais ça ne serait pas normal. Il y aurait un problème s'il n'y avait pas de vagues qui étaient faites. Alors maintenant, je passe au point que tu évoquais là. Je crois que c'est autre chose de venir à la psychanalyse par la pédiatrie, ou comme Freud, on l'oublie, mais par la neuropédiatrie. Un jour, j'expliquerai ce qu'il a fait au juste sur la grande découverte de Freud, c'est que certains troubles des enfants qui naissent ne sont pas liés à des anoxies cérébrales, mais à des malformations du cerveau qui se sont produites pendant la maturation. C'est un neuropédiatre au départ, cliniquement, Freud, et je montrerai un jour quelles sont les conséquences de cette origine de la dans sa neuropédiatrie, que d'y venir par l'aliénisme ou la psychiatrie adulte. C'est tout à fait différent, c'est des entrées différentes. Ça veut dire que quand on a un patient sur le divan et qu'on s'intéresse à l'enfant dans l'adulte, par exemple, il y a quelque chose entre la psychanalyse d'enfant et la psychanalyse d'adulte qui est à penser très très profondément. Et Lacan n'est pas du tout passé par cette voie-là. Ça c'est sûr, c'était pas un psychanalyse d'enfant. Je crois que ça, c'est une chose que je médite en ce moment. Pour ce que tu dis de la névrose obsessionnelle et des TOC, je voudrais insister sur un point de méthode. Le cas Paramore était un cas qui venait après une longue étude de ce qu'est devenue la symptomatologie obsessionnelle, depuis notamment l'invention, parce que c'est quand même, il ne faut pas l'oublier, c'est Freud qui invente le mot de Zwangsneurose. Il a créé le mot, ça n'existait pas avant. Avant Freud, il forge, et ça a eu un succès phénoménal.
Il y a eu beaucoup plus de succès de ce terme-là que toute son analyse de l'hystérie. Et avec le pari fou, pour quiconque a eu un grand obsessionnel, même un moyen ou un petit en analyse, que la psychanalyse pouvait réussir à soigner des gens comme ça. Bon. Parce que l'hystérie, il y a plein de façons de la soigner. La névrose obsessionnelle, Tintin. Et c'est un problème clinique majeur pour le psychanalyste. Donc moi, ce qui m'intéresse, si vous voulez, et qui est un point de méthode pour moi, c'est que je ne veux pas procéder par une sorte de méthode pathologique qui consiste à dire, à partir des désordres de l'esprit que j'observe dans mon cabinet, j'en infère des généralités sur la vie sociale. C'est ce que Alain Ehrenberg m'a appris, et tous mes amis en sciences sociales, c'est qu'on ne peut pas faire une chose comme ça. On est obligé de produire d'abord une certaine sorte de sociologie ou d'anthropologie qui donne son contour et qui localise précisément ce que c'est que le malaise dans la culture. Et c'est à partir de cette construction sociologique préalable qu'on peut raisonnablement choisir parmi les phénomènes pathologiques que les gens présentent sur un divan, lequel se rapporte de façon pertinente à une difficulté sociale universelle. Voilà. Et ça, je crois que, je vois que tu veux dire un mot là-dessus, je crois que ce temps est un temps qui me coûte énormément, qui est très long à établir, sur lequel, d'ailleurs, avec Alain, souvent, il me reprend sur plein de choses, il n'est pas d'accord sur certaines idées que je développe à ce sujet, il trouve ça trop psychologique, bien souvent, mais je pense que c'est une exigence fondamentale, c'est celle que, par exemple, avait les Ortigue à l'égard des enfants africains, etc. Et puis, je termine quand même parce que tu le soulèves, cette histoire de logique intuitionniste. Excusez-moi, mais il faut ici une sorte de mise au point conceptuelle. La logique intuitionniste, ça n'existe pas. La logique intuitionniste, c'est quelque chose, si vous ne comprenez pas ce que c'est que l'intuitionnisme, il y a une méprise sur ce que c'est que la logique intuitionniste. Ce sont des termes qui sont totalement antagoniques que logique et intuitionnisme. Pour une raison extrêmement simple, c'est que l'intuition, c'est ce qui permet de critiquer tout formalisme symbolique. C'est à partir de la notion d'intuition que on met en cause alors, le texte fondamental qui permet de le comprendre, mais malheureusement, il n'est pas d'accès totalement trivial, c'est le grand article de Krupke sur la sémantique de la logique intuitionniste. Je vous en explique le principe. C'est un article où Krupke montre que lorsqu'on passe de ligne en ligne dans une démonstration intuitionniste, il ne s'agit jamais d'une opération sur des symboles, mais du parcours réel de transformation de l'état psychique du mathématicien. Je répète, quand on va de ligne en ligne dans une démonstration de logique intuitionniste, elle n'est jamais réductible à une manipulation sur les symboles comme dans une équation. Elle décrit, elle note les transformations réelles de l'état mental du mathématicien intuitionnant. Et c'est simplement parce qu'il existe certaines choses que l'on peut noter avec des symboles que, notamment en sémantique, et une partie de la preuve de l'article de Kripke permet de poser ça, qu'on peut aller de ligne en ligne. Autrement dit, il n'y a pas, dans l'intuitionnisme, aucune espèce d'égard n'est accordé au symbolisme littéral. Et c'est même une des raisons pour lesquelles la topologie intuitionniste parle de formes du continu qui sont non descriptibles en termes de symbolisme. Et que la question se pose de savoir si deux mathématiciens pensent la même chose. Donc je disais ça, c'est une parenthèse que je voulais faire. Mais peut-être on ne va pas le trancher là, mais tel que tu rajoutes encore, ça surenchérit. C'est-à-dire, il n'est pas certain que la psychanalyse, justement, puisse séparer aussi loin la notion de structure. C'est-à-dire, donc le bon que tu proposes, encore que tu sais, moi aussi je dis des mathématiciens modernes,
et eux-mêmes sont absolument empêtrés. Je veux dire, c'est très complexe à percevoir les limites de cette transformation que tu décris pour les mathématiciens eux-mêmes. C'est-à-dire ils se reprennent sans arrêt pour savoir si néanmoins il n'y a pas surdétermination de toutes ces opérations. Oui. Et donc il y a un formalisme derrière ce qui apparaît totalement stochastique. En fait, c'est comme ça qu'ils le pensent aujourd'hui. Et donc, je crois que le problème, mais même, il faut laisser les matheux de côté, bon, parce que les matheux, c'est des matheux. Mais nous, il n'est pas certain qu'on puisse donc, quand Lacan dit il faut suivre le réel des mathématiques, oui, mais jusqu'à un certain point. C'est-à-dire, il n'est pas certain qu'on puisse dissoudre, toi, comme le sucre dans l'eau, tout le formalisme clinique et littéral qui est le nôtre, et de la rencontre la plus simple que nous faisons avec le petit bout de chou que nous recevons à nos consultations. Tu as entièrement raison, mais la raison de cette parenthèse que je fais sur Kripke, parce que je l'ai beaucoup expliqué aux gens qui suivaient mon séminaire, c'est qu'il y a un concept de l'esprit que nous n'avons pas suffisamment exploré. Il y a une manière de penser le psychique dans son activité créatrice pure, qui est vraiment le cœur de la pensée intuitionniste, que j'essaye de faire remonter à la surface. Alors, ça ne m'empêche pas du tout d'avoir, par ailleurs, le plus grand égard pour les régularités structurales, tu vois. Mais je crois qu'il y a là... Ça, c'était pas kleinien. Vous voyez, ça, c'est pas kleinien chez Bion. C'est très différent. C'est une idée de la créativité qui est très différente de la créativité kleinienne, en réalité. Et qui est plus, je veux dire, plus folle, plus spéculative, plus radicale que la créativité réparatrice du jeu kleinien. Hein, voilà. Mais c'est juste pour indiquer cet horizon spéculatif de mon travail. Si tu permets, je trouve que tu sollicites beaucoup le mot intuition dans l'intuitionnisme brouwerien, parce que ça met en œuvre quand même un refus du tiers exclu. On est bien d'accord. Or, par exemple, dans les ensembles infinis. Hilbert, qui a vu d'emblée le danger dès 1917, faisait remarquer que demander à un mathématicien de se passer du tiers exclu, c'était comme de demander à un boxeur de boxer sans ses gants. Donc il y a une opposition très claire. Et du côté de cet intuitionnisme-là, je veux bien laisser de côté l'expression logique intuitionniste, le mot logique, toujours on dit trop, il se veut trop impressionnant comme s'il n'y avait qu'une logique. Mais il y a quand même une démarche très précise sur ce refus du tiers exclu qui est tenable, qui exige une extrême rigueur, et en effet que les mathématiciens peuvent la mettre en œuvre, mais dès qu'on sort de l'alignement linéaire, ligne après ligne du calcul, l'intuitionnisme qu'on peut pratiquer par ailleurs rejoint, tu disais détester Bergson, d'accord, mais enfin, la mise en jeu de l'intuition, le mot même intuition est de ce point de vue-là très captieux et très, très dangereux, quoi, hein. Mais je voudrais surtout intervenir une petite minute sur ce que tu disais à propos des services de pédopsychiatrie. Ça m'intéresse. Parce que, alors, il y a tout, il y a les nicotiens, les ceci, les cela. Un gamin débarque et on dit « Ah ben avec lui, ça serait mieux comme ci que comme ça ». Bon, pourquoi ? Bien sûr, je m'en doute bien. Mais c'est tout à fait légitime puisque le point de vue est celui d'un thérapeute ou de plusieurs thérapeutes. Si on veut soigner, il faut trouver la meilleure façon de le faire. On est bien d'accord. Mais j'augurerais mal d'un analyste qui se dirait face à un nouveau patient « Tiens, ça marcherait peut-être mieux avec du Klein ». Ça, c'est une voie de perdition, c'est clair. Puisqu'il sera beaucoup... Là, je suis en train de prêcher, moi qui aime bien le polylinguisme, je suis en train de prêcher pour le monolinguisme théorique. Parce qu'il vaut bien mieux qu'un analyste se trouve désemparé devant quelqu'un qui ne cadre pas bien. Parce qu'hélas, il y a des patients qui cadrent bien. Je vous rappelle, par exemple, que dans la présentation de Malade de Lacan à laquelle j'ai assisté pendant 10 ans, tout d'un coup, il y a eu un truc qu'il appelait... Un type, il dit « ça, c'est une psychose lacanienne ». Bon. C'était un bon mot, mais le fait est, c'était super, c'était tout à fait ça, quoi. Oui, il l'utilise dans son séminaire et tout. Mais c'est dire que, puisque ça cadre parfois, et ça cadre dans certaines analyses, la plupart du temps, il faut bien dire, ça ne cadre pas. Et le fait que ça ne cadre pas, évidemment, c'est la grande chance. Parce que sans même chercher, quand ça cadre trop bien, il faut vraiment trouver où ça ne va pas. C'est le seul truc bien. Donc on n'a pas cette labilité. Non seulement on ne l'a pas, mais elle n'est même pas à chercher. Il vaut mieux être vissé dans son affaire et être très mal à l'aise dans son affaire
que de se donner les aises de passer à la bonne ressource théorique qui permettrait de mieux comprendre ce qui se passe. Voilà. Laurence Kahn voulait dire un truc dans le même genre. Moi, je pense que ça ne cadre jamais. Mais jamais, c'est pas que ça cadre.